Margot n'avait jamais imaginé qu'un simple message vocal, envoyé par erreur, changerait sa vie à jamais. Mais ce jour-là, en sortant du commissariat, après une journée épuisante, elle a planté une graine de chaos dans le cœur de l'homme le plus contrôlé qu'elle ait jamais rencontré. Installez-vous confortablement car l'histoire commence maintenant et la romance est dans l'air. Le 5e commissariat de Lyon, quartier Presqu'île, bourdonnait d'une énergie nerveuse ce lundi matin de septembre. Margot Dubois ajusta son chemisier blanc pour la 3e fois en 10 minutes, lissant des plis imaginaires tout en essayant de calmer les papillons dans son estomac. 29 ans. Des boucles châtains rebelles qu'elle avait tenté sans succès de dompter en chignon professionnel, des yeux couleur miel qui trahissaient chaque émotion, elle était le portrait vivant de quelqu'un qui essayait désespérément de faire bonne impression. Premier jour comme agent administratif, période d'essai de 3 mois, elle ne pouvait pas se permettre la moindre erreur. « Respire, Margot !» se murmura-t-elle en organisant pour la 5e fois les dossiers sur son bureau. « C'est juste un nouveau boulot, tu as survécu à pire. » Elle pensa brièvement à son ex, Julien, et à leur rupture 6 mois auparavant, un naufrage lent d'un couple qui n'avait jamais vraiment décollé. Non, pas le moment de penser à ça. Nouveau travail, nouvelle vie, nouvel appartement minuscule rue de la République. Tout allait bien se passer. Tu as entendu parler du nouveau délégué? La voix d'Élodie Moreau, une enquêtrice aux cheveux roux coupés courts et au sourire malicieux, la tira de ses pensées. Elle s'appuya contre le bureau de Margot, croisant les bras avec un air conspirateur. « Il arrive de Paris. Paraît qu'il est inflexible, du genre zéro tolérance. » Margot sentit son estomac se nouer un peu plus. « Super. Exactement ce dont j'avais besoin pour mon premier jour. Un chef terrifiant. Terrifiant mais apparemment très compétent, » ajouta Élodie en haussant les épaules. « Opération à haut risque, taux de réussite impressionnant. Le genre qui ne rigole pas avec les procédures. » Elle fit une pause, un sourire espiègle sur les lèvres. « Mais paraît aussi qu'il est plutôt pas mal physiquement. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. » Avant que Margot puisse répondre, un silence soudain tomba sur la salle collective. Toutes les conversations cessèrent instantanément. Elle leva les yeux et le vit pour la première fois. Théo Laurent entrait dans le commissariat avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. 1,85 m de présence pure, des épaules larges qui remplissaient parfaitement l'uniforme bleu marine, une mâchoire marquée avec une barbe de 3 jours soigneusement entretenue, et des yeux marron foncé qui semblaient cataloguer chaque détail, chaque personne, chaque point faible. Margot retint son souffle. Le temps sembla ralentir alors que ses yeux sombres balayaient la pièce, s'arrêtant brièvement sur chaque visage. Quand ils arrivèrent sur elle, ils s'attardèrent, juste 2 secondes de plus que sur les autres. 2 secondes qui suffirent pour faire battre son cœur à un rythme désordonné et pour qu'une vague de chaleur monte le long de sa nuque. « Bonjour à tous, » dit-il, sa voix grave résonnant dans le silence. « Je suis Théo Laurent, votre nouveau commissaire divisionnaire. Je serai bref. J'attends discipline, professionnalisme et résultats. Je ne tolère ni les excuses ni les raccourcis. Si vous faites votre travail correctement, nous nous entendrons bien. Si vous ne le faites pas, vous le saurez rapidement. » Il fit une pause, les mains dans les poches de son pantalon, la posture détendue mais l'autorité indéniable. Des questions? Le silence persista. Personne n'osa parler. « Bien, au travail. » Il hocha la tête et se dirigea vers son bureau au fond du couloir, ses pas résonnant sur le sol carrelé. Dès que la porte se referma derrière lui, la salle explosa en murmures. Margot expira longuement, réalisant qu'elle avait retenu sa respiration. Elle griffonna rapidement dans son carnet. « Mon Dieu, il est terrifiant. Tu vois ce que je voulais dire ?» chuchota Élodie, les yeux brillants. « Mais avoue quand même qu'il est canon. » Margot ne répondit pas, trop occupée à essayer de calmer les battements erratiques de son cœur. Elle avait un mauvais pressentiment, le genre de pressentiment qui suggérait que ce nouveau délégué allait compliquer sa vie d'une manière ou d'une autre. La journée se déroula dans une tension constante. Théo Laurent était partout, supervisant chaque détail, posant des questions pointues, réorganisant des systèmes établis depuis des années. À 15 heures,
Il convoqua une réunion d'équipe pour discuter d'une affaire de cambriolage en série qui empoisonnait le quartier depuis des semaines. Margot, en tant qu'agent administratif, devait prendre des notes. Elle s'assit au fond de la salle de réunion, son ordinateur portable ouvert, essayant de se faire discrète. Théo se tenait debout à l'avant, des photos de scènes de crime affichées sur un tableau blanc derrière lui. Un enquêteur chevronné, Bernard Leclerc, un homme dans la cinquantaine avec des lunettes épaisses et une tendance à monopoliser les conversations, exposait sa théorie sur le cas. « Avec tout le respect que je vous dois, commissaire, je travaille sur ces cambriolages depuis 2 mois et je pense que nous devrions nous concentrer sur les receleurs connus dans le quartier de la Croix-Rousse. C'est la piste la plus logique. » Théo l'écouta sans l'interrompre, les bras croisés sur sa poitrine large, l'expression neutre. Quand Bernard termina, un silence s'installa pendant quelques secondes. Puis Théo parla, sa voix calme mais tranchante comme une lame. « Votre analyse est intéressante, inspecteur Leclerc, mais elle ignore 3 éléments clés présents dans les rapports médico-légaux. » Il pointa une photo sur le tableau. « Les points d'entrée sont tous différents, ce qui suggère plusieurs cambrioleurs ou une équipe qui varie ses méthodes intentionnellement. Les receleurs de la Croix-Rousse n'ont pas l'infrastructure pour écouler ce volume de marchandises. Et enfin, il fit une pause, ses yeux sombres fixant Bernard avec une intensité qui fit Margot frissonner. Nous avons perdu 2 mois à suivre cette piste sans résultat. Il est temps d'essayer autre chose. » Le silence dans la salle était lourd. Bernard avala avec difficulté, son visage rougissant. Personne d'autre n'osa commenter. Margot tapa frénétiquement sur son clavier, documentant l'échange, tout en sentant l'atmosphère tendue. Ce Théo Laurent était exactement ce qu'Élodie avait dit, inflexible, intimidant et apparemment incapable de tolérer l'incompétence. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre. Une intelligence aiguë, une confiance absolue et une présence qui remplissait la pièce d'une manière presque magnétique. À 18h, Margot rangea finalement ses affaires, ses pieds hurlant de douleur dans les escarpins noirs qu'elle avait choisis pour paraître professionnelle. Elle avait mal à la tête, ses épaules étaient nouées de tension, et tout ce qu'elle voulait était rentrer chez elle, prendre une douche chaude et oublier cette journée stressante. Elle descendit les escaliers du commissariat, sortit dans la rue, où le soleil de septembre déclinait, peignant les façades de presqu'îles en tons dorés. L'air frais était un soulagement, après l'atmosphère étouffante du bureau. Elle monta dans sa petite Peugeot, garée un peu plus loin, jeta son sac sur le siège passager et s'effondra contre le dossier en soupirant profondément. Son téléphone était dans sa main avant même qu'elle s'en rende compte. Elle ouvrit WhatsApp, trouva le contact d'Élodie et appuya sur l'icône du micro pour enregistrer un message vocal. Les mots jaillirent d'elle comme un torrent longtemps contenu. « Élodie, tu ne vas pas croire la journée que j'ai eue. Le nouveau commissaire est genre... Comment je t'explique? Il est super prétentieux, tu vois? Cette posture de « je suis le patron ». Il te regarde comme s'il jugeait ton âme. Mais putain, il est canon. Genre ridiculement canon. Cette voix grave qui fait un truc bizarre dans le ventre, tu vois? Et quand il a croisé les bras pendant la réunion, j'ai juré que l'uniforme allait craquer. Élodie, je suis sérieuse. Le mec est prétentieux, mais il est trop beau. Bref, je vais devoir bosser avec ce monument ambulant de testostérone et de rigidité. Prie pour moi. Elle rit de sa propre description, secouant la tête avec amusement et appuya sur envoyer tout en démarrant la voiture. Le moteur ronronna, elle mit le clignotant et commença à s'engager dans la circulation. Son téléphone vibra, puis vibra encore, et encore, et encore. Fronçant les sourcils, Margot jeta un coup d'œil à l'écran posé sur le siège passager. Son cœur s'arrêta complètement. Le sang se vida de son visage. Ses mains serrèrent le volant si fort que ses jointures blanchirent. Le message vocal n'était pas allé à Élodie. Il était allé au groupe équipe 5e commissariat officiel. 32 membres, y compris Théo Laurent. Non, 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 non. Le mot sortit comme un gémissement étranglé. Margot se gara précipitamment sur le bas-côté, attrapa son téléphone avec des mains tremblantes et ouvrit le groupe WhatsApp avec une terreur grandissante. L'audio était là, en haut du fil de conversation. 45 secondes de destruction pure de sa carrière.
Et en dessous, les réactions commençaient déjà à affluer. Antoine, un jeune officier, Sophie, de l'accueil. « Oh mon Dieu, Margot ! Bernard, bienvenue dans l'équipe nouvelle, quel début !» Et puis, rien de Théo. Aucune réaction, aucun message, ce qui était d'une certaine manière pire que n'importe quelle réponse. Margot sentit les larmes monter. Son premier jour, son premier putain de jour, et elle avait réussi à insulter son supérieur hiérarchique direct devant toute l'équipe. Elle était finie, licenciée avant même d'avoir terminé sa période d'essai. Elle imagina déjà la conversation humiliante, la marche de la honte hors du commissariat, l'explication embarrassante à ses parents qui avaient été si fiers qu'elle décroche ce poste. « Comment j'ai pu être aussi stupide ?» murmura-t-elle, frappant le volant avec ses paumes. « Comment ?» Elle resta garée là pendant 15 minutes, relisant l'audio encore et encore, comme si les mots allaient miraculeusement changer. Ils ne changèrent pas. Prétentieux, mais trop beau. Monument ambulant de testostérone et de rigidité. Mon Dieu, elle avait vraiment dit ça, à voix haute. Et maintenant tout le monde savait. Finalement, Margot démarra et conduisit jusqu'à son appartement dans un état second, le trajet passant dans un brouillard d'angoisse. Une fois chez elle, elle s'effondra sur son canapé, fixant le plafond, et composa le numéro d'Élodie. Pas pour rire cette fois, pour chercher du soutien moral. « Alors ?» dit Élodie en décrochant sa voix oscillant entre l'amusement et la sympathie. « J'ai entendu ton message. Enfin, tout le monde a entendu ton message. Je suis morte, » gémit Margot. « Complètement morte. Je vais être virée. »« Tu ne seras pas virée, » assura Élodie, même si elle ne sonnait pas totalement convaincue. « Au pire, tu auras une conversation gênante avec les ressources humaines. Il va me détester. Il va rendre ma vie impossible. Je n'aurais jamais dû postuler pour ce poste. Écoute, dit Élodie fermement. Oui, c'est embarrassant. Oui, tu as merdé, mais tu n'as rien dit de faux. Il est prétentieux. Et il est canon. Tout le monde le pense. Tu l'as juste dit à voix haute. Peut-être qu'il aura l'humour de le prendre bien. Margot voulait croire cela, vraiment. Mais quand elle se souvint de ses yeux sombres et perçants, de cette mâchoire serrée, de cette autorité inflexible, elle ne put imaginer Théo Laurent trouvant quoi que ce soit d'amusant dans la situation. Elle passa la nuit éveillée, alternant entre regarder le plafond et vérifier compulsivement le groupe WhatsApp pour voir si Théo avait réagi. Il ne l'avait pas fait. À 3 heures du matin, elle avait élaboré au moins 15 scénarios de licenciements différents. À 5 heures, elle envisageait sérieusement de déménager dans une autre ville. À 6h30, elle abandonna l'idée de dormir, se traîna sous la douche et se prépara pour affronter ce qui serait sans doute le pire jour de sa vie professionnelle. Margot arriva au commissariat 20 minutes avant l'heure, armée de plusieurs couches de correcteurs pour cacher les cernes profonds sous ses yeux et d'une détermination fragile de faire face à la musique. Le trajet en voiture avait été une torture, chaque feu rouge une éternité où elle répétait mentalement des excuses qui sonnaient toutes pathétiques. Quand elle poussa la porte du commissariat, les conversations s'arrêtèrent. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Sophie de l'accueil lui fit un petit signe compatissant. Antoine, le jeune officier, détourna rapidement le regard, mais elle vit le sourire qu'il essayait de cacher. Bernard lui fit un clin d'œil qui la fit vouloir disparaître dans le sol. « Bonjour » marmonna-t-elle, la tête basse, se dirigeant vers son bureau comme si elle marchait vers l'échafaud. Elle s'assit, alluma son ordinateur avec des mains tremblantes et fixa l'écran sans vraiment le voir. Chaque minute qui passait augmentait son anxiété. Quand allait-il arriver? Quand la convoquera-t-il dans son bureau pour la réprimande humiliante qu'elle méritait? 8 heures, rien. 9 heures, toujours rien. 10 heures, le bureau de Théo restait vide, la porte fermée. « Il n'est pas là ce matin », dit Élodie en passant près de son bureau, déposant un café qu'elle avait apporté pour Margot. Réunion à la préfecture. Il devrait revenir vers midi. Margot but le café trop vite, se brûlant la langue, mais appréciant la distraction de la douleur physique. 3 heures de plus. 3 heures à agoniser, à imaginer, à rédiger et réécrire mentalement des excuses. Midi arriva. Puis 12h30.
Margot ne pouvait pas manger, son estomac noué en un point serré. À 13 heures, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Des pas dans le couloir. Sa respiration se bloqua dans sa gorge. Théo Laurent entra dans la salle collective, impeccable dans son uniforme, une mallette à la main. Il salua l'équipe d'un hochement de tête bref, ses yeux balayant la pièce. Ils passèrent sur Margot sans s'arrêter, comme si elle était invisible, comme si elle n'existait pas. Aucune expression, aucune reconnaissance. Il se dirigea directement vers son bureau et ferma la porte derrière lui. Margot cligna des yeux, désorientée. Rien, absolument rien. Peut-être qu'il n'avait pas écouté l'audio. Peut-être qu'il l'avait supprimé sans l'écouter. Peut-être qu'il avait décidé de l'ignorer par pur professionnalisme. L'espoir commença à germer dans sa poitrine, timide, mais tenace. Elle pouvait peut-être survivre à ça, finalement. L'espoir dura exactement 45 minutes. À 13h45, la porte du bureau de Théo s'ouvrit. Il en sortit, tenant un dossier bleu, et marcha directement vers le bureau de Margot. Elle leva les yeux, son cœur recommençant sa course folle. Il s'arrêta devant son bureau, posa le dossier sur la surface et plaça ses mains de chaque côté, se penchant légèrement vers elle. De près, il était encore plus impressionnant. Elle pouvait voir les minuscules cicatrices sur ses mains, probablement d'années de travail sur le terrain. Sentir le parfum subtil de son après-rasage, quelque chose de boisé et masculin qui fit ses sens s'affoler. Voir les petites paillettes dorées dans ses yeux marrons qui les rendaient moins froids, plus humains. « Margot !» dit-il, sa voix grave résonnant juste assez pour qu'elle seule l'entende. « J'ai besoin que vous organisiez les rapports du dernier trimestre. Je sais que vous êtes nouvelle, mais je suis certain que vous en êtes capable. Après tout, » il fit une pause, ses yeux sombres plongeant dans les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. Un demi-sourire, dangereux et calculé, se forma sur ses lèvres. « Vous semblez être du genre à affronter les défis de front sans peur d'être audacieuse. » Le mot « audacieuse » sortit avec une emphase subtile, mais indéniable. Margot sentit son visage s'enflammer, une vague de chaleur montant de son cou jusqu'à ses joues. Ses mains se mirent à trembler sous le bureau. Il savait. Oh mon Dieu, il avait écouté chaque mot. « Oui, commissaire », parvint-elle à articuler, sa voix sortant étranglée. « Je m'en occupe immédiatement. » Théo hocha la tête, ce sourire satisfait ne quittant pas ses lèvres. « Excellent, j'apprécie l'efficacité. » Il se redressa, récupéra le dossier et s'éloigna vers son bureau avec des pas mesurés, laissant Margot dans un état de confusion totale. Avait-elle imaginé le sous-texte? Non, impossible. Le ton, le regard, l'emphase sur « audacieuse ». Il l'avait écoutée et au lieu d'être furieux, il... Quoi? La provoquait, la testait, la punissait avec une torture psychologique subtile. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» murmura Élodie, en apparaissant soudainement à côté d'elle, les yeux écarquillés. « Il vient de te draguer ?»« Non, » dit Margot rapidement, trop rapidement. « Je ne sais pas. Il m'a juste donné du travail. »« Margot, » dit Élodie lentement, les yeux plissés. « Je suis enquêtrice. Mon boulot, c'est de lire les gens. Et ce qui vient de se passer là, ce n'était pas juste un délégué donnant des instructions. Il y avait quelque chose d'autre. » Margot ne répondit pas. Elle ne pouvait pas, parce qu'Élodie avait raison, et c'était terrifiant. Elle ouvrit le dossier bleu avec des doigts maladroits et se força à se concentrer sur le travail. Mais pendant tout l'après-midi, elle sentit son regard. Chaque fois qu'elle levait les yeux, il semblait être en train de regarder ailleurs. Mais elle savait. Elle savait qu'il l'observait, qu'il attendait quelque chose, qu'il jouait à un jeu dont elle ne comprenait pas encore les règles. Les jours suivants établirent un schéma perturbant. Théo Laurent avait transformé l'art de la provocation subtile en une science exacte. Il trouvait des raisons, toujours professionnelles en apparence, pour interagir avec Margot plus souvent que nécessaire. Il lui demandait de porter des documents à son bureau quand il aurait pu les récupérer lui-même. Il s'arrêtait près de son bureau pour discuter de détails de dossiers qui auraient pu être résolus par email. Il maintenait un contact visuel pendant quelques secondes, de trop lors des réunions, jusqu'à ce qu'elle soit forcée de détourner le regard en premier, les joues rouges.
Le mercredi, il passa près de son bureau alors qu'elle organisait une pile de rapports. « Vous semblez avoir le talent pour mettre de l'ordre dans le chaos, Margot, » dit-il sans s'arrêter complètement, juste ralentissant assez pour que les mots l'atteignent. Une compétence précieuse. On ne sait jamais quand on aura besoin de quelqu'un pour gérer les situations délicates. Elle faillit laisser tomber toute la pile. Situation délicate. Comme envoyer un message vocal embarrassant au mauvais groupe. Le jeudi, pendant une réunion matinale, il demanda son opinion sur une stratégie de patrouille. « Qu'en pensez-vous, Margot ?» dit-il, appuyé contre le bord de la table de conférence, les bras croisés sur sa poitrine. « N'hésitez pas à parler librement. J'apprécie les gens qui expriment ce qu'ils pensent, même quand cela peut être risqué. » Le mot « risqué » flotta dans l'air comme une provocation voilée. Margot sentit tous les regards se tourner vers elle. Elle rassembla son courage, soutint son regard et donna son avis sur la stratégie, sa voix tremblant légèrement au début, puis se stabilisant. Quand elle termina, Théo hocha la tête lentement, ce demi-sourire infernal jouant de nouveau sur ses lèvres. Intéressant, perspicace. Il se redressa. Exactement le genre de réflexion dont j'ai besoin dans cette équipe. C'était un compliment, un vrai compliment professionnel. Mais la façon dont il le dit, les yeux fixés sur elle avec cette intensité brûlante, le transformait en quelque chose de beaucoup plus personnel, beaucoup plus dangereux. Le vendredi après-midi, tout changea. Une tempête s'était abattue sur Lyon, la pluie martelant les fenêtres du commissariat, avec une violence qui correspondait parfaitement au chaos dans l'esprit de Margot. À 17h30, la plupart de l'équipe était partie, ne restant que quelques personnes finissant les tâches urgentes. Margot devait terminer un rapport de synthèse que Théo avait demandé pour lundi. Elle était tellement concentrée sur son travail qu'elle n'entendit pas ses pas approcher. Margot, sa voix la fit sursauter. Elle leva les yeux pour le trouver debout près de son bureau, tenant un dossier rouge. « J'ai besoin que vous portiez ce dossier à mon bureau. C'est urgent. »« Bien sûr, commissaire. » Elle prit le dossier, se leva et le suivit dans le couloir. Le commissariat était étrangement silencieux, seulement le bruit de leurs pas sur le sol et le tambourinement de la pluie contre les vitres. Le bureau de Théo était au fond, une pièce spacieuse, avec une grande fenêtre donnant sur la rue. Quand elle entra, il était debout près de cette fenêtre, les mains dans les poches, regardant la tempête dehors. « Posez-le sur le bureau », dit-il sans se retourner. Margot obéit, plaçant le dossier soigneusement au centre du bureau en bois sombre. Elle allait sortir quand sa voix l'arrêta net. Cet audio. Son cœur s'arrêta. Elle se figea, la main sur la poignée de la porte. Il n'en avait jamais parlé directement. Il avait joué avec elle toute la semaine, mais sans jamais mentionner explicitement le message. Et maintenant, il le faisait. « Commissaire, commença-t-elle, se forçant à se retourner pour lui faire face. C'était la chose la plus honnête que quelqu'un médite depuis des années, dit-il, se tournant enfin pour la regarder. Ses yeux n'étaient plus joueurs ou provocateurs. Ils étaient intenses, vulnérables même, d'une manière qui lui coupa le souffle. « Vous ne vous êtes pas excusé ?» Margot cligna des yeux, complètement désarçonnée. « Parce que ce serait mentir !» dit-elle, les mots sortant avant qu'elle puisse les arrêter. Sa voix était plus ferme qu'elle ne s'y attendait. « Vous êtes prétentieux et beau. » Le silence qui suivit était épais, chargé d'électricité. Théo fit un pas vers elle, puis un autre. Margot ne recula pas, même si chaque instinct lui hurlait de le faire, même si son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Il s'arrêta à moins d'1 mètre, assez proche pour qu'elle puisse voir la façon dont sa mâchoire se contractait, pour qu'elle puisse sentir le changement dans l'air entre eux, pour qu'elle puisse remarquer que sa respiration était aussi irrégulière que la sienne. « Vous me mettez dans une position impossible, » dit-il, sa voix basse, rauque. « Je suis votre supérieur. Vous êtes en période d'essai. Tout ceci est interdit. » termina Margot, même si son corps entier vibrait avec l'envie de combler la distance qui les séparait encore. « Je sais. Alors pourquoi est-ce que je ne peux pas arrêter de penser à vous ?» La question sortit comme une confession arrachée, vulnérable et crue. « Mais pourquoi est-ce que chaque fois que vous entrez dans une pièce, tout le reste disparaît? Pourquoi est-ce que cette semaine a été la plus difficile de ma carrière? Non pas à cause du travail, mais
parce que je dois me retenir de... Il s'arrêta, fermant les yeux, serrant les poings le long de son corps. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Margot fit un pas vers lui, surprise par sa propre audace. Parce que vous êtes mon chef, ou parce que vous avez peur de ce qui pourrait arriver si vous arrêtiez d'être si contrôlé pendant 2 secondes. Les yeux de Théo s'ouvrirent brusquement, sombres et orageux. Faites attention, Margot. À quoi? Elle fit un autre pas. Au fait que j'ai déjà ruiné ma réputation avec cet audio. Au fait que toute l'équipe pense probablement que je suis une idiote. J'ai déjà perdu ma dignité professionnelle. Qu'est-ce que j'ai de plus à perdre? Moi, dit-il simplement, vous pourriez me perdre. Parce que si je franchis cette ligne maintenant, je ne pourrai pas revenir en arrière. Et ça vous effraie? Ça me terrifie, admit-il, sa voix à peine un murmure. Parce que je ne fais pas les choses à moitié, Margot. Si je te veux complètement. Et je ne suis pas sûr de pouvoir te donner ce que tu mérites. Le changement de vous à tu ne passa pas inaperçu. C'était une capitulation, un abandon des barrières formelles. Margot sentit quelque chose se briser en elle, toutes les défenses qu'elle avait construites s'effondrant. « Je n'ai jamais demandé la perfection, » dit-elle doucement. « J'ai juste demandé l'honnêteté. » Théo la regarda pendant ce qui sembla être une éternité, une guerre visible se déroulant derrière ses yeux. Puis lentement, il leva la main et toucha son visage, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire avec une délicatesse qui contrastait avec l'intensité de son regard. « Tu m'as eu dès ce premier audio, » murmura-t-il, « quand tu m'as traité de prétentieux, mais beau, quand tu as ri de ta propre description. J'ai su à ce moment-là que tu serais mon point faible. » Margot tourna la tête, embrassant sa paume, et vit quelque chose s'enflammer dans les yeux de Théo. « Alors arrête de te battre contre ça, » chuchota-t-elle. Ce fut lui qui combla la distance finale. Ses lèvres trouvèrent les siennes avec une urgence contenue, comme un homme qui s'était refusé de l'eau dans le désert et venait enfin de trouver une source. Le baiser était tout ce qu'elle avait imaginé et plus encore, intense, dévorant, chargé de semaines de tension et de désirs refoulés. Ses mains montèrent dans ses cheveux, défaisant le chignon qu'elle avait soigneusement arrangé, les boucles tombant en cascade sur ses épaules. Les siennes trouvèrent sa taille, l'attirant contre lui jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre leurs corps. Margot gémit doucement contre ses lèvres, s'accrochant à ses épaules comme à une bouée de sauvetage. Le monde extérieur s'évanouit. La tempête, le commissariat, les conséquences. Tout disparut, sauf la sensation de ses lèvres sur les siennes, de ses mains sur elles, de la façon dont il tremblait légèrement, comme s'il utilisait toute sa volonté pour ne pas aller plus loin. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux haletants, Théo appuya son front contre le sien, les yeux fermés, sa respiration chaude contre sa peau. « On ne peut pas faire ça ici, » dit-il, sa voix rauque. « Pas comme ça. Tu mérites mieux. »« Je me fiche de l'endroit, » répondit Margot, mais elle savait qu'il avait raison. Ils étaient dans son bureau, dans le commissariat, où n'importe qui pourrait entrer. « Mais je comprends. » Théo recula d'un pas, passant une main dans ses cheveux, essayant de se recomposer. « Viens chez moi, » dit-il soudainement, les yeux trouvant les siens. « Ce soir, s'il te plaît, on doit parler de ça, de ce que ça signifie, de comment on va gérer. »« Oui, » dit-elle, avant qu'il puisse terminer, avant que la peur puisse s'installer, avant que la logique puisse la faire reculer. « Oui, je viendrai. » Il lui donna son adresse, et elle partit avant que l'un ou l'autre ne change d'avis. Sur le chemin du retour sous la pluie battante, Margot réalisa que sa vie venait de basculer complètement. Elle avait embrassé son supérieur. Elle allait chez lui. Elle franchissait toutes les lignes qu'elle n'était pas censée franchir. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vivante. Ce soir-là, Margot se tenait devant l'immeuble de Théo, dans le 6e arrondissement, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. La pluie avait cessé, laissant les rues mouillées refléter les lumières de la ville. Elle avait changé 3 fois de tenue avant de partir, finissant par choisir une robe simple couleur bordeaux et une veste en jean. Elle voulait paraître décontractée, comme si elle n'avait pas passé 45 minutes à se préparer. Elle sonna à l'interphone et sa voix répondit presque immédiatement. « Monte, 3e étage. » L'appartement de Théo était exactement ce qu'elle imaginait.
Spacieux mais minimaliste, des murs blancs avec quelques photos en noir et blanc de paysages urbains, des étagères remplies de livres, un canapé en cuir sombre, face à une grande fenêtre. Mais ce qui attira son attention fut lui. Il avait troqué l'uniforme pour un jean et un t-shirt gris simple qui moulait son torse musclé. Pieds nus, cheveux encore légèrement humides comme s'il venait de se doucher, il paraissait plus jeune, plus accessible, mais non moins intimidant. « Entre, dit-il, s'écartant pour la laisser passer. Tu veux boire quelque chose? Du vin? De l'eau? Du vin, dit Margot, ayant besoin de quelque chose pour calmer ses nerfs. S'il te plaît. Il disparut dans la cuisine ouverte pendant qu'elle restait au milieu du salon, trop nerveuse pour s'asseoir. Quand il revint avec 2 verres de rouge, il la trouva debout près de la fenêtre, fixant la vue sur Lyon, illuminé. « Tu es nerveuse ?» constata-t-il, lui tendant un verre. « Non !» mentit-elle, prenant le vin et en buvant une gorgée trop rapidement. « Margot !» Il posa son propre verre sur la table basse. « On n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. On peut juste parler. »« C'est ça le problème, » dit-elle en se tournant vers lui. « Je ne veux pas juste parler, mais je ne sais pas si c'est intelligent de vouloir plus. Tu es mon chef. Je suis en période d'essai. Si quelqu'un découvre, alors on fera en sorte que personne ne découvre, » dit Théo s'approchant d'elle. « Pas tout de suite du moins, pas avant qu'on comprenne nous-mêmes ce que c'est. »« Et si ce n'est rien ?» demanda-t-elle, levant les yeux vers lui. « Si c'est juste de l'attirance physique, tu y crois vraiment ?» Il prit son verre et le posa à côté du sien, puis attrapa doucement ses mains. « Parce que moi non, je ne ressens pas ce genre de choses pour de l'attirance physique. Je ressens ça pour toi parce que tu as réveillé quelque chose en moi que je pensais mort. » Margot sentit sa gorge se serrer. « Théo, j'ai 36 ans, dit-il, ses pouces caressant le dos de ses mains. J'ai été marié. J'ai échoué spectaculairement. Depuis, j'ai construit ma vie autour du travail parce que c'était plus simple, plus sûr. Et puis tu arrives avec ton audio ridicule et ton honnêteté brutale et tu détruis tout ça en 5 secondes. Je suis désolé, murmura-t-elle. Ne le sois pas, dit-il fermement. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Il se pencha, capturant ses lèvres dans un baiser plus lent, plus doux que celui du bureau, mais non moins intense. Margot s'abandonna, laissant le vin et la peur et toutes les raisons pour lesquelles c'était une mauvaise idée s'évaporer. Ses mains montèrent le long de son torse, sentant les muscles se contracter sous ses paumes, et elle s'émerveilla de pouvoir le toucher comme ça, librement, sans retenue. Les mains de Théo trouvèrent sa taille, puis descendirent plus bas, la soulevant soudainement. Elle enroula instinctivement ses jambes autour de lui et il la porta jusqu'au canapé, s'asseyant avec elle à califourchon sur ses genoux. Le baiser s'approfondit, devint plus urgent, plus nécessaire. Les doigts de Margot s'en mêlèrent dans ses cheveux, pendant que les siens exploraient son dos, son cou, chaque courbe. « Margot !» murmura-t-il contre ses lèvres, sa voix rauque. « Si on continue, je ne pourrai pas m'arrêter. »« Mais qui a dit que je voulais que tu t'arrêtes ?» répondit-elle, mordillant doucement sa lèvre inférieure. Le grognement qui s'échappa de sa gorge fut primitif. Il se leva avec elle toujours accroché à lui, marchant vers ce qu'elle supposa être sa chambre. Ils s'embrassaient en chemin, se cognant contre les murs, renversant une photo qui tomba avec un bruit sourd qu'aucun des deux ne remarqua vraiment. Dans la chambre, il la déposa doucement sur le lit, se tenant au-dessus d'elle, ses yeux cherchant les siens. « Tu es sûr ? Arrête de demander, dit-elle, le tirant vers le bas. Embrasse-moi. » Et il obéit. Les semaines qui suivirent furent un mélange enivrant de secrets et de passion. Au commissariat, ils maintenaient une distance professionnelle parfaite, leurs interactions strictement limitées au travail. Mais en dehors, ils ne pouvaient pas rester éloignés l'un de l'autre. Théo venait chez Margot après le travail, ou elle allait chez lui. Et ils passaient des heures à parler, à rire, à se découvrir au-delà de l'attirance physique. Elle apprit qu'il jouait du piano, qu'il avait appris seul en regardant des tutoriels YouTube pendant ses nuits d'insomnie après le divorce, qu'il cuisinait quand il était stressé, des plats élaborés qui prenaient des heures et nécessitaient une concentration totale, qu'il avait une cicatrice sur l'épaule d'une opération qui avait mal tourné 3 ans auparavant, et qu'il faisait encore des cauchemars à ce sujet.
Il découvrit qu'elle avait abandonné le droit, pas par échec, mais par révolte contre les attentes familiales. Qu'elle avait une collection secrète de vinyles de jazz qu'elle écoutait le dimanche matin. Qu'elle parlait dans son sommeil, murmurant des phrases incohérentes qui le faisaient sourire dans l'obscurité. Qu'elle avait peur de l'abandon, plus que de n'importe quoi d'autre, un legs d'un père qui était parti quand elle avait 10 ans. « Tu sais que je ne vais nulle part », dit-il une nuit alors qu'elle était levée contre lui dans son lit, traçant des cercles paresseux sur son torse. « Tu ne peux pas promettre ça, murmura-t-elle. « Je peux, dit-il fermement, tournant son visage vers lui. « Je ne fais pas ça à moitié, Margot. Quand je m'engage complètement. Même si ça complique tout, surtout si ça complique tout, dit-il avec un petit sourire. Les meilleures choses sont toujours compliquées. Mais garder le secret devenait de plus en plus difficile. Élodie commençait à poser des questions subtiles sur pourquoi Margot restait toujours tard, pourquoi elle souriait à son téléphone, pourquoi elle avait soudainement développé un intérêt pour les documentaires sur la police que Théo lui recommandait. Un jour, Bernard fit un commentaire sournois sur le favoritisme, après que Théo ait publiquement félicité Margot pour un rapport particulièrement bien fait. La pression externe commença à fissurer leur bulle. Les choses atteignirent un point de rupture pendant la 2e semaine de novembre. Margot se sentait mal depuis quelques jours, nauséeuse le matin, épuisée l'après-midi. Elle l'attribua d'abord au stress du secret, à la charge de travail. Mais quand elle réalisa qu'elle était en retard, qu'elle n'avait pas eu ses règles, la panique s'installa. Elle acheta 3 tests de grossesse dans une pharmacie, loin du commissariat, les cacha dans son sac et les fit dans les toilettes de son appartement, avec des mains tremblantes. 2 minutes, 2 lignes roses. Elle en fit un 2e. Même résultat. Un 3e. Pas de doute possible. Margot était enceinte. Elle s'assit sur le sol froid de sa salle de bain, le dos contre le mur, fixant les tests, comme si les regarder assez longtemps changerait le résultat. Enceinte, de Théo. Après seulement 2 mois ensemble. 2 mois d'une relation secrète, interdite, compliquée. Comment allait-elle lui dire? Comment réagirait-il? Serait-il content? En colère? Effrayé? Elle mit 2 jours à rassembler le courage. 2 jours où elle évita son regard au commissariat, 2 nuits où elle inventa des excuses pour ne pas le voir. Finalement, le vendredi soir, elle lui envoya un message. « Il faut qu'on parle. C'est important. » Il répondit immédiatement. « Viens chez moi. J'arrive dans 20 minutes. » Quand elle arriva, il l'attendait sur le pas de la porte, l'inquiétude visible sur son visage. « Qu'est-ce qui se passe? Tu m'évites depuis 2 jours. » Margot entra, posa son sac et se tourna vers lui. Pas de préambule, pas de préparation. Elle devait juste le dire. « Je suis enceinte. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Théo la fixait, pâle, les yeux écarquillés, comme si elle venait de parler une langue étrangère. Il ouvrit la bouche, la ferma, passa une main dans ses cheveux. « Tu es sûre? »« 3 tests, dit-elle, sa voix tremblante. Tous positifs. » Il fit quelques pas vers la fenêtre, lui tournant le dos. Ses épaules étaient tendues, sa posture rigide. Margot sentit son cœur se briser lentement dans sa poitrine. C'était la réaction qu'elle avait redoutée, le silence, le retrait. « Théo, dis quelque chose !» supplia-t-elle. « Je pense », dit-il finalement, sa voix étrangement calme, trop contrôlée. « Il faut qu'on réfléchisse clairement. Ça change tout. Ça !» Le mot sortit amer de sa bouche. « Tu veux dire notre bébé ?» Il se tourna, et l'expression sur son visage était celle du délégué, pas de l'amant, fermée, professionnelle, distante. « Je veux dire la situation. Ta carrière, ma position, le secret qu'on gardait, ça devient impossible maintenant. » « Alors quoi ?» Margot sentit les larmes monter. « Tu veux que je démissionne? Que je parte? »« Je ne dis pas ça, » dit-il, mais son ton froid disait le contraire. « Je dis juste qu'on doit être pratique, réaliste. »« Pratique !» répéta-t-elle, un rire amer s'échappant. « Tu veux être pratique à propos d'un bébé? » Margot, ne rend pas ça plus difficile. « Non, plus difficile. » Elle attrapa son sac, les larmes coulant maintenant librement. « Tu sais quoi, Théo? J'ai fait une erreur une fois en envoyant cet audio.
J'ai appris à gérer les conséquences toute seule. Je peux le refaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je ne serai pas ton erreur, dit-elle, sa voix se brisant. Et notre enfant non plus. Elle sortit avant qu'il puisse répondre, avant que le chagrin ne la submerge complètement. Dans les escaliers, elle entendit la porte s'ouvrir derrière elle, entendit sa voix l'appeler, mais elle ne s'arrêta pas. Elle courut jusqu'à sa voiture et démarra, les larmes brouillant sa vision. Cette nuit-là, Théo resta assis dans son appartement vide, tenant le verre de vin qu'il avait versé pour elle et qu'elle n'avait jamais bu. Il fixa son téléphone, écrivit et effaça 10 messages différents, aucun ne disant ce qu'il voulait vraiment dire, parce que la vérité était qu'il était terrifié. Terrifié d'être père, d'échouer encore, de ne pas être assez. Son mariage s'était effondré parce qu'il n'avait jamais su trouver l'équilibre. Et maintenant, il allait répéter le même schéma avec Margot et leur enfant. Le lundi, Margot déposa une demande de transfert vers un autre commissariat, citant des raisons personnelles. Théo la signa avec une main tremblante, regardant son nom au bas du document, sachant qu'il venait de faire la plus grande erreur de sa vie. Mais son orgueil, sa peur, le retenaient de la rattraper. Les semaines passèrent comme un brouillard douloureux. Margot commença à travailler dans un petit commissariat à Villeurbanne, ville voisine, organisant mentalement comment elle allait élever un enfant seul. Théo se noya encore plus profondément dans le travail, acceptant les cas les plus dangereux, les horaires les plus longs, n'importe quoi pour ne pas penser à elle, au bébé, à tout ce qu'il avait perdu. Ce fut sa mère qui vint le secouer 4 semaines après la rupture. Claire Laurent était une femme dans la soixantaine, élégante et directe, qui n'avait jamais eu peur de dire la vérité à son fils. Elle débarqua un dimanche après-midi, prit un regard sur l'état de l'appartement, les plats sales, le désordre, les cernes sous les yeux de Théo, et s'assit sur le canapé. « Alors, tu vas me dire ce qui se passe ou je dois deviner ?» Théo essaya de minimiser, de dire que c'était juste le travail, la fatigue, mais elle ne le laissa pas s'en tirer. Et finalement, il craqua, raconta tout. Margot, l'audio, le secret, la grossesse, sa réaction catastrophique. Quand il termina, sa mère resta silencieuse pendant un long moment. Puis, elle dit quelque chose qui le détruisit. « Tu fais exactement ce qui a détruit ton mariage. Tu choisis la peur plutôt que l'amour. Le contrôle plutôt que la vie. Ton père a fait ça pendant des années avec moi. Et quand il a réalisé ce qu'il avait perdu, je n'étais plus amoureuse. Ne laisse pas ça t'arriver encore. » Les mots le frappèrent comme un coup de poing. Cette nuit-là, Théo ne dormit pas. Il passa chaque heure à revivre chaque moment avec Margot, chaque rire, chaque conversation, chaque fois qu'elle l'avait fait se sentir vivant, vu, compris. Il réalisa que la peur d'échouer, de ne pas être assez, de perdre le contrôle, lui faisait perdre la seule chose qui comptait vraiment. Le lundi matin, Théo demanda un jour de congé pour la première fois en 3 ans. Il conduisit jusqu'à Villeurbanne, sans prévenir, arriva au commissariat où Margot travaillait et demanda à la voir. Quand elle sortit, surprise, les yeux rougis, il ne put pas attendre qu'ils aillent quelque part de privé. Là, dans le parking, devant ses collègues curieux, il prit ses mains. « J'ai passé ma vie à penser qu'être fort signifiait ne pas avoir besoin des autres, » dit-il, sa voix tremblant d'émotion contenue. « Que faire du bon travail signifiait tout sacrifier. Tu m'as montré que j'avais tort, que la vraie force, c'est avoir le courage d'être vulnérable, de choisir l'amour même quand c'est compliqué. Je t'aime, Margot. J'aime ton rire, ton courage, la façon dont tu me donnes envie d'être un homme meilleur, pas juste un meilleur flic. Et j'aime notre enfant, même s'il est encore de la taille d'un haricot. J'étais un idiot effrayé, mais je ne veux pas perdre un jour de plus sans vous. Donne-moi une autre chance. Je promets que cette fois, je vous choisis. » Toujours. Margot pleurait, essayant de traiter les maux, les semaines de douleur encore fraîches, mais l'amour qui n'avait jamais disparu pulsant plus fort. « Et ta carrière, est-ce qu'ils vont dire ? » « Qu'ils disent ce qu'ils veulent, dit Théo fermement. Je demanderai un transfert s'il le faut. Je viendrai aux échographies, je monterai le berceau, je changerai les couches, et je serai le père et le partenaire que vous méritez. La seule erreur que j'ai faite était de penser qu'il y avait un choix à faire. Vous êtes le choix. Vous avez toujours été le choix. » Margot se jeta dans ses bras,
l'embrassant avec un mélange de larmes, de soulagement et d'amour débordant. « Tu es impossible, tu sais, prétentieux, têtu, contrôlant et beau », compléta-t-il avec un sourire, référençant l'audio qui avait tout commencé. Elle rit même en pleurant. Et beau. 3 ans plus tard, dans le jardin de la maison qu'ils avaient achetée près du parc de la Tête d'Or, Margot et Théo accueillaient amis et famille pour le 2e anniversaire d'Amélie. Leur fille avait les boucles châtains de sa mère et les yeux sérieux de son père, et courait entre les invités avec l'énergie inépuisable d'un enfant en pleine découverte du monde. Théo était au barbecue, discutant avec des collègues. Il avait accepté une promotion aux affaires internes, qui lui donnait des horaires plus prévisibles, priorisant être présent pour sa famille. Margot coordonnait les jeux des enfants, enceinte de 5 mois de leur 2e enfant, portant un t-shirt qu'Élodie lui avait offert avec l'inscription « Attention à ce que vous envoyez, ça peut changer votre vie ». Quand leurs regards se croisèrent au milieu de la fête, Théo articula silencieusement « prétentieux mais beau », la faisant lever les yeux au ciel et rire. Le soir, après que tout le monde soit parti et qu'Amélie se soit enfin endormie épuisée, ils s'installèrent sur le canapé, Margot nichée contre sa poitrine pendant qu'il caressait son ventre. « Tu regrettes d'avoir envoyé cet audio ?» demanda-t-il, embrassant le sommet de sa tête. « Jamais », répondit-elle, entrelaçant ses doigts aux siens. « C'était la meilleure erreur que j'ai jamais faite. »« Alors on est 2, murmura Théo, la serrant plus près. « Les meilleures erreurs le sont toujours. » Et là, dans le salon de la maison qu'ils avaient reconstruite ensemble, entouré de photos de moments qu'ils n'auraient jamais imaginé vivre quand tout avait commencé avec un audio envoyé par erreur, Théo et Margot savaient que certaines histoires d'amour naissent de la façon la plus improbable, mais deviennent les plus vraies, parce qu'elles ont été choisies chaque jour, avec courage, vulnérabilité et la certitude que chaque risque, chaque défi, chaque seconde ensemble en valait la peine. Et ainsi se termine une autre histoire. Si vous avez aimé, abonnez-vous, laissez un like et partagez avec ceux qui aiment les histoires d'amour. Dites-moi dans les commentaires à quelle heure vous avez fini d'écouter cette histoire. J'adore notre interaction ici. Merci pour votre temps. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.